Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Soir Bleu de campagne, votre émission pour décrypter donc l'actualité au niveau de la campagne présidentielle en République du Congo. Nous sommes désormais à Ouesso, la deuxième capitale du nord du pays au niveau économique, et sans plus tarder, nous allons donc aborder le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso ici même sur notre plateau. Donc restez connectés, on se retrouve tout de suite. Vous êtes toujours dans Soir Bleu de campagne, ici même donc à Ouesso. Nous allons décortiquer le projet de société, en faire une analyse assez globale. Et pour en parler, je suis donc avec Maître Ben Luther. Bonsoir. Bonsoir madame. Nous sommes également avec le travailleur social, monsieur Ejidel Oko Engabe. Bonsoir. Bonsoir. Alors sans plus tarder, on sait que le candidat Denis Sassou Nguesso parle de l'accélération de la marche vers le développement pour 2026 et puis même 2031. Maître Ben Luther, comment résumerez-vous en quelques phrases l'esprit de ce nouveau projet de société pour les Congolais qui nous suivent actuellement? Alors la vision générale du projet de société du président de la République est toute simple. Elle est toute simple dans la mesure où il repose sur l'idée que la décennie 2026 à 2031 doit marquer une accélération du développement du Congo, afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. Alors, l'objectif central est de transformer l'économie et renforcer l'État en s'appuyant par exemple sur la mobilisation des ressources additionnelles, l'investissement dans le capital humain, ce qui est très important, et surtout la modernisation des infrastructures et puis enfin la diversification de l'économie dont on parle depuis quelques années déjà. D'ailleurs, en tant que travailleur social, monsieur Oko, quelles sont selon vous les 3 priorités les plus urgentes que le candidat Denis Sassou Nguesso doit appliquer si il serait réélu? Alors, les 3 priorités aujourd'hui, on voit de plus en plus le président de la République, le président candidat, Denis Sassou Nguesso, axer en tout cas les choses au niveau de la jeunesse. On l'a vu dans tous les meetings, il parle essentiellement de la jeunesse, il s'adresse à la jeunesse, et il s'adresse à la jeunesse, on voit l'accélération au niveau de l'éducation. On a vu des écoles modernes, en tout cas, sortir en bout de 3 mois. Je prends l'exemple de CGE de la Liberté. Ici même à Ouesso, il y a des écoles qui ont été rénovées. Et on voit qu'il y a une volonté à accélérer au niveau de l'éducation, mais également aussi au niveau de la santé, parce qu'on a vu des hôpitaux sortir, à Ngoyo à Patra, à Sibiti, à Diri. On voit qu'il y a vraiment une volonté à apporter quelque chose de manière très accélérée à la population congolaise aujourd'hui. Donc vous avez cité la jeunesse, la santé et l'éducation. Qu'en est-il des programmes tout de même aussi de l'opposition? Est-ce qu'ils ont quelque chose à apporter si certains d'entre eux seraient donc nommés président? Alors, madame, pour être honnête et en toute franchise avec vous, je pense qu'il y a quelques candidats de l'opposition. Je pourrais citer peut-être le président Gavé, l'opposition, qui lui a un programme qui est j'en avais pris connaissance d'ailleurs, mais pour tous les autres, je ne sais pas s'ils ont un programme. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, qu'au Congo, nous faisons face à une opposition de circonstances. C'est-à-dire une opposition qui se lève uniquement à la veille d'une élection présidentielle pour chercher tout simplement à exister et notamment, pour dire les choses de manière très claire, à embrouiller tout simplement des Congolais. Il n'y a pas un vrai programme de société. L'opposition n'a pas un vrai programme pour les Congolais. Il n'y a aucun programme. La seule chose qu'ils savent faire, c'est tout simplement de créer de l'agitation. Or, les Congolais aujourd'hui sont tellement matures et savent distinguer le bien du faux. L'opposition n'a aucun programme selon vous? Alors, l'opposition, si cette opposition a un programme, toutefois, je vais me questionner sur le sérieux de l'opposition. Je dis souvent qu'il n'y a pas d'indignation à s'opposer. Toutefois, on s'oppose à quelque chose et en proposant, sinon on devient comme des enfants. C'est-à-dire, je m'oppose et je ne propose absolument rien. Il s'avère que cette opposition, on ne la voit que pendant les campagnes. Mais pendant les 5 ans restants, où est cette opposition? Elle n'existe pas, elle n'apparaît seulement 5 ans plus tard avec des propositions, en fait, en réalité, qui ne sont pas des propositions
concrète par rapport à la population, puisque cette dernière a été absente pendant les 5 ans qui ont suivi. Et pour enchérir, sans vous couper, comme je le disais et comme mon frère vient de le dire, que nous faisons face à une opposition qui est inexistentielle, tout simplement, et qui ne peut rien proposer finalement aux Congolais. Moi, j'ai eu l'occasion, de discuter avec pas mal de membres de cette opposition, et je n'avais catégorisé, comment dire, je les avais catégorisés, en fait, on va dire, en cinq paniers, on va dire ça. Et dans cette analyse, j'ai fini par comprendre que nous faisons face à une opposition, comme il a dit, du critique pour critiquer, tout simplement. Et donc, dont le contenu est totalement vide. Aujourd'hui, vous voyez le président Sassou, le candidat Sassou, a un programme de société qui est d'ailleurs bien chiffré, etc., dont les Congolais peuvent en prendre connaissance. Je vous ai dit qu'il y a d'autres candidats de l'opposition qui ont aussi un programme, mais la majorité de ceux qui se présentent aujourd'hui à l'élection présidentielle, qui se disent opposants, à mon sens, ne sont que des opposants réactionnaires qui n'ont rien à mettre sur la dent des Congolais. En tout cas, pour revenir sur le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, il y a une sorte quand même de faiblesse qu'il faut souligner, c'est en matière de gouvernance, de corruption et même en ce qui concerne aussi les faiblesses de la fonction publique. On a vu que le projet parle de faire régner, je cite, la loi partout et de tout temps, et de ne plus laisser passer aucun délit donc de corruption, même en col blanc. Comment comment souhaitez-vous que le candidat Denis Sassou Nguesso, s'il est réélu, puisse donc faire face à cette corruption, et même pas forcément seulement informelle, mais même au sein de l'État et surtout en col blanc? Alors, la première des choses, c'est qu'il faut souligner qu'il y a justement une politique de la lutte contre les antivaleurs. Et maintenant, il faut arriver à appliquer cela. Alors, moi, parfois, je m'étonne quand on demande au président de la République de faire justice. On demande tout et son contraire à la fois. On parle de la séparation des pouvoirs. C'est pas quand même la responsabilité d'un chef d'État? On parle de la séparation de pouvoirs. C'est à la justice, justement, de trancher. Et je pense que durant ce prochain mandat à venir, par rapport aux dispositifs qui ont été mis en place, par rapport aux lois qui ont été votées, notamment face pour la lutte contre la corruption, il est aujourd'hui important que la justice fasse son travail. Et évidemment, c'est une réalité que nous rencontrons sur le terrain, aujourd'hui en République du Congo. Mais de cette réalité-là, dont certains abusent, il est important que la justice soit forte. On parle de la position du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, mais où est ce pouvoir judiciaire-là? Nous voulons voir ce pouvoir judiciaire encore beaucoup plus criant, et aussi au niveau du gouvernement, ceux qui sont avérés être des personnes corrompues, on doit les voir être éjectés. Maître Ben Luther, propose le candidat Denis Sassou Nguesso en termes de clientélisme, de détournement aussi, et du racket au quotidien des citoyens, parce que c'est quand même plus de 40 ans de pouvoir, et il n'y a pas forcément d'évolution. En tout cas, la population ne ressent pas forcément une sorte de justice. Alors, le sentiment de la population est totalement normal. Mais dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, c'est peut-être tranché trop vite. Dans ce pays, me semble-t-il, que le président sortant a mis en place une autorité administrative indépendante qui s'appelle donc la Haute Autorité de la lutte contre la corruption. D'accord? Et il y a même consacré un ministère au sein du gouvernement du contrôle de l'action de l'État. Ces mécanismes, ce dispositif permet justement de lutter contre la corruption. Et le président, je me rappelle, dans l'un de ses discours, avait été très clair. Il a dit sur la question de la corruption, il n'y aura ni de gros poissons, ni de frétins. C'est-à-dire tout le monde sera traité de la même manière. C'est-à-dire que la loi doit ça. Même au sein du gouvernement. C'est-à-dire la loi doit être de rigueur, tout simplement, doit s'appliquer de la manière la plus absolue. Maintenant, le problème, c'est que le président donne des outils. Il donne des outils, mais est-ce que le pouvoir judiciaire sont saisis? Voilà, c'est ça la vraie question, elle est là. On a une institution, une autorité administrative qui a été instituée pour lutter contre la corruption. Est-ce que cette autorité fait correctement son travail? Et c'est pour cela que les Congolais posent des questions qui, somme toute, sont légitimes. Les questions sont légitimes. Et donc, aujourd'hui, je dirais que la carence de ces institutions qui ont été mises en place
pour pouvoir lutter contre la corruption, aujourd'hui, biaise un tout petit peu l'image du président de la République. Et comme mon frère ici l'a souligné, il n'appartient pas au président de la République de sanctionner. Il y a un pouvoir judiciaire qui a entre ses mains des outils juridiques pour le faire. Alors pourquoi ce pouvoir judiciaire ne le fait pas? La question reste en suspens. À parler d'outils juridiques, je fais la transition dessus, mais dans le projet, il parle même donc de digitalisation des administrations pour réduire donc cette bureaucratie et les contacts propices à la corruption. Est-ce que vous êtes favorable donc à cette digitalisation, à cette numérisation pour justement lutter contre ces phénomènes? Mais bien sûr, parce qu'on a un véritable problème ici au niveau du Congo, c'est au niveau des recettes. Parce que quand on parle des recettes publiques, on parle justement du petit agent jusqu'à quelquefois au plus grand. Et lorsque les recettes sont faites de main à la main et que les choses ne sont pas digitalisées, ainsi, on peut facilement, en fait, il y a une croissance de la corruption. Donc, la digitalisation, ça permet justement que quelqu'un, quand il paye quelque chose, et on contrôle justement les recettes de l'État. Et ça va réduire, dans aucun pays, il existe dans aucun pays où il y a l'absence totale de la corruption. Mais là, avec la digitalisation, ça va réduire de manière drastique justement cette problématique liée à la corruption, notamment des recettes de l'État. Passons désormais au volet économique et surtout diversification de l'économie en République du Congo. Le texte, parmi donc le projet de société, reconnaît tout de même que l'économie reste fragile, très dépendante aussi du pétrole, avec une croissance encore insuffisante. Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, pour ce mandat, si le candidat Denis Sassou Nguesso est élu, soit faite de diversification en termes notamment d'agriculture, d'industrie, de services, et que ça ne restera pas un slogan. Ici même, nous sommes à Ouesso, la deuxième capitale économique donc du pays en fonction au nord. Qu'est-ce qui fait que là, cette année, pour ce mandat-là, ce ne sera juste pas un slogan, mais des actions? Alors, il faut noter déjà que depuis 2014, il y a eu la baisse en fait du cours de baril de pétrole. C'est pas une situation qui est uniquement propre au Congo-Brazzaville. C'est une situation qui concerne la plupart des pays dont l'économie était totalement dépendante du pétrole. Très bien. Mais le président de la République, quand il était président de la République, maintenant le candidat président, avait eu une vision qui était très simple, qui était la diversification de l'économie. Et cette diversification de l'économie, aujourd'hui, on en voit quand même, je ne vais pas être trop excessif, je ne vais pas être dans le soutien inconditionnel, mais on en voit quand même quelques fruits. Pour preuve, vous avez vu que le président a lancé sa candidature devant une foire agricole. C'était pour montrer qu'on a là une richesse. Si les Congolais s'investissent dans l'agriculture, on peut développer notre pays rien que par l'agriculture. Parce que nous sommes un pays où il y a quasiment 90% des terres qui sont arables, des terres qui produisent tout ce qu'on peut trouver dans le monde. Donc l'agriculture aujourd'hui, certes, ça fait partie de la diversification de l'économie. C'est un pont important que le président entend mettre en avant, mais il faudra que les Congolais s'en saisissent. Mais il n'y a pas que l'agriculture quand on parle de la diversification de l'économie. Nous sommes aujourd'hui à Ouesso. Nous sommes à Ouesso, et Ouesso, c'est quasiment, on va dire, le berceau du bois, le bois qui est notre deuxième ressource nationale. Nous sommes en plein milieu de la forêt équatoriale. Et Ouesso, on peut aller même au-delà de tout cela. Aujourd'hui, au-delà du bois, on voit aussi, vous l'avez remarqué, madame, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers qui sont ici, qui sont installés à Ouesso, qui détiennent quasiment, on va dire, qui tiennent 70 à 80% du commerce ici à Ouesso. Mais cela se justifie tout simplement par le fait que le président de la République, donc désormais le candidat président, avait opté pour une politique fiscale lénifiante pour attirer les investisseurs. Et moi, j'ai eu un entretien avec un Camerounais. Je suis allé acheter de l'eau juste dans une boutique qui me dit « Nous nous sentons mieux au Congo qu'au Cameroun. Parce qu'au Congo, nous ne sommes pas acculés par des questions de fiscalité, etc. Il y a une fiscalité lénifiante. Or, la question de la fiscalité, on le voit d'ailleurs même dans le programme du président de la République qui veut encore rationaliser davantage le régime fiscal des sociétés, etc. On le voit, cette question permet à ce qu'il y ait beaucoup d'investisseurs. Et quand il y a des investisseurs, ça permet de créer des emplois
locaux, tout simplement. Et donc, pour vous dire que la question de la diversification de l'économie, aujourd'hui, tout le monde, quand on parle de ça, j'ai entendu les déclarations de l'opposition, on ne parle que de l'agriculture, mais il n'y a pas que l'agriculture, mais il y a aussi une question de réforme fiscale profonde pour pouvoir attirer des investisseurs. En tout cas, est-ce que vous l'avez vu également sur place, vous en tant que travailleur social, que le commerce est assez diversifié? Parce que certes, donc on est quand même à la frontière du Cameroun et puis même de la Centrafrique. Est-ce que c'est un atout justement qu'il y ait donc des Africains aussi qui participent au commerce et à l'économie, à l'attractivité aussi du pays? Alors, est-ce que je l'ai vu? Oui, mais c'est criant ici à Ouesso. C'est criant, je suis forcé de constater que les politiques justement qui ont été mises en place par le candidat président aujourd'hui, ce sont des politiques concrètes. Et vous et moi avons roulé des heures et des heures, avons parcouru justement ce pays. On a vu, comme disait Maître Ben tout à l'heure, le Congo est un pays qui dispose d'énormément de terres arables. Et ce que je n'ai pas vu au Sénégal. C'est-à-dire que pendant des heures où je roulerai au Sénégal, je verrai de la terre essentiellement et non pas de la verdure. Ici, on voit au Congo. Et le président de la République, en tout cas quand il était président, aujourd'hui candidat président, quand il a diversifié l'économie en décentralisant. Et moi, je me rappelle à l'époque, on disait, oui, voilà, décentraliser le pays, l'autosuffisance alimentaire. Mais on ne peut pas y arriver sans avoir au préalable décentralisé le pays. Comment on va faire acheminer la marchandise? Et aujourd'hui, à Ouesso, la ville du bois, je vois partout, je passe, je vois le bois, je vois l'économie, je vois les étrangers. Et dans différents magasins, je suis rentré, c'est des personnes qui ne sont pas originaires du Congo, qui sont venues s'installer ici. Autant dire, je me suis dit, mais je ne savais pas que Ouesso était comme ça. Je me suis cru à Brazzaville. C'est une évidence que les politiques, la décision politique qui a été mise en place par le candidat aujourd'hui, Sassou Nguesso, c'est du concret en soi. Et maintenant, c'est à nous, la population congolaise, de nous en saisir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser la place aux autres et venir s'en plaindre après. Là, c'est du factuel, c'est du concret. À nous de nous en saisir. Pour enchérir sur la question de la décentralisation, et vous savez très bien que la décentralisation, son objectif, c'est le développement local. Et donc le développement économique. Et nous avons parcouru, et on a vu qu'il y a des voies, les départements sont interconnectés par des voies de communication, etc. Au-delà de cela, il y a des voies d'intégration régionale. Vous pouvez aller, quitter Ouesso aujourd'hui, aller au Cameroun en voiture, vous voyez. Et donc ça permet de créer quoi? Ça permet de créer la libre circulation des personnes et des biens, d'accord? Et donc, ça permet le développement économique. Mais j'aimerais encore ajouter, et le président sortant l'a bien compris en l'inscrivant parmi les conditions de réalisation de son programme de société, l'approfondissement de la décentralisation. Parce qu'il a compris que ce n'est que par la décentralisation qu'on peut développer nos localités. Vous voyez ici à Ouesso, vous avez vu, les grandes artères sont totalement goudronnées. Il y a les populations sont heureuses en quelque sorte de pouvoir. On a quasiment les mêmes conditions que l'on trouve à Brazzaville, vous voyez, que l'on trouve à Brazzaville. Donc, et là, j'aimerais nuancer également, que cette politique de décentralisation aujourd'hui est encore insuffisante. Si le président l'a inscrite encore dans son programme, c'est parce qu'il y a des insuffisances. Et les insuffisances sont d'ordre notamment du niveau du partage des compétences entre l'État et les collectivités locales. Il y a un flou total. On ne sait pas qui de l'État ou des collectivités territoriales, on ne sait pas qui fait quoi. Il y a ce chevauchement de compétences. Et surtout que certaines compétences qui sont déléguées parfois aux collectivités territoriales ne sont pas suivies des moyens adéquats, vous voyez, ne sont pas suivis de moyens adéquats. Donc, ce qui obère un tout petit peu cette politique. Et c'est pour ça que le président veut aller encore plus loin. Maître Ben Luther, vous avez parlé aussi de développement local, ce qui est inscrit donc aussi sur le projet de société. Mais qu'en est-il aussi de la voie? Parce que certes, les infrastructures sont là, les routes goudronnées sont là, mais qu'en est-il de l'accès à l'eau et aussi à l'électricité? Car le projet prévoit en zone rurale de sortir d'ici 2030 1,1 million de personnes de la pauvreté et de leur donner accès donc à l'eau, à l'électricité. Mais est-ce que ce pari est-il réellement possible d'ici 2030 On est quand même en 2026, c'est quand même un pari assez risqué, vous ne pensez pas, du candidat Denis Sassou Nguesso? Alors c'est un pari assez risqué, oui et non à la fois. Pourquoi oui et non? 1,1 million oui et non à la fois. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord sortir, parce que ici à Ouesso,
Demandez aux gens qui habitent à Makwa, demandez-leur s'ils ont un problème d'électricité et vous diront tout simplement que non, on n'a pas de problème, le courant part quand il y a un problème de maintenance. Quand il y a maintenance, nous avons tout le mois le courant et puis quand il y a maintenance, c'est à ce moment-là que le courant part. Demandez aux habitants de Ouesso s'ils ont un problème d'électricité. On a un véritable problème d'électricité au niveau de Pointe-Noire et Brazzaville. C'est aussi lié à la démographie. Mais là aussi, il faut arriver à dissocier les choses, ne pas laisser entendre que Brazzaville et Pointe-Noire seraient représentatifs de tous les Congos. Il faut qu'on arrive à solutionner ces problèmes dans ces deux grandes villes, mais ce n'est pas un problème qui concerne tous les Congos, tout le Congo. On a parlé, vous avez parlé, on a parlé, Maître Ben a parlé tout à l'heure des artères, on voit que les régions sont interconnectées. Et ici, nous qui sommes à Ouesso, on voit qu'il y a des routes en soi. Maître Ben Liter, alors qu'en est-il aussi de la démocratie aussi, parce que le projet parle d'approfondir la démocratie et de renforcer la citoyenneté avec l'amélioration et la participation de la société civile, hein, il faut le souligner, et des conseils consultatifs. Mais dans le même temps, le programme aussi de l'opposition reste aussi peu visible sur cet axe-là. Comment organiser un débat plutôt démocratique réel dans ces conditions? Est-ce que la solution, c'est réellement d'avoir la société civile et de mettre en place aussi un conseil consultatif auquel, sans doute, les opposants pourraient aussi y participer? Écoutez, madame, il y a eu récemment un dialogue, des concertations, j'ai envie de dire, à Djambala. Et l'opposition y a pris part, d'accord? Je dis bien l'opposition républicaine y a pris part, ok? Et donc, un certain nombre de suggestions ont été données, d'accord? Et ces suggestions ont été prises en compte par le pouvoir, okay, par le gouvernement. Et dans la vision du président de la République, il y a un fait qu'il faut souligner. Le Congo, en Afrique, on a coutume de le voir. Au Congo, le Congo est un des rares pays, je le dis très bien, où l'élection présidentielle a toujours été inclusive. Il n'y a jamais eu de candidat, quelle que soit sa stature, quelle que soit son envergure sur la scène nationale ou internationale, un candidat n'a jamais été écarté au Congo. Alors qu'on l'a vu au Côte d'Ivoire, par exemple, Tidjam Tcham qui a été écarté, Laurent Gbagbo qui a été écarté. Donc ça montre quoi? Ça montre que le président de la République est toujours dans une logique démocratique, tout simplement, de manière à ce que tout le monde puisse participer à de grandes échéances, voyez. Et le souci même se traduit aujourd'hui. On a un conseil consultatif de dialogue qui est constitutionnalisé, c'est un organe constitutionnel, c'est pas rien. Ça n'a pas été créé par une loi, mais ça a été consacré par une constitution, voyez. Donc la volonté est toujours d'aller vers plus de démocratie, Alors, aussi le président de la République, ça aussi il faut le souligner, et c'est ce que je ne l'entends pas souvent, hein, que ce soit même du côté de l'opposition ou de la majorité, on ne le dit pas souvent. Le président sortant aujourd'hui a toujours fait preuve de ce que moi j'ai toujours appelé de démocratie consociative, c'est-à-dire l'idée que vous allez trouver dans la gestion des affaires publiques, vous allez trouver à la fois ceux qui sont de la majorité, d'accord, et ceux qui sont de l'opposition, d'accord. Et non seulement cela, vous allez trouver aussi un représentant de chaque département au moins, ou des districts au moins, de chaque point de territoire, dans le gouvernement, dans la gestion des affaires publiques. L'idée, c'est que tout le monde puisse se retrouver autour du pouvoir pour pouvoir trouver sa part. Donc, c'est déjà un véritable élan de démocratie participative pour permettre à ce que le gâteau public soit ainsi dispatché. Mais ce gâteau public qui peut être donc dispatché, est-il réellement entendu aussi par CERF? Parce que, ok, il y a donc des conseils consultatifs, mais qu'en est-il du peuple, monsieur Oko? Car le projet reconnaît qu'il y a certes une protection sociale pour passer donc sur le volet social et droits sociaux, mais l'accès donc à l'électricité, même si vous l'avez souligné dans les villes en termes de démographie, n'est pas toujours opérationnel. Mais là,
pour avoir interviewé et faire des micros tendus à la population, il y en a qui parlent aussi de l'accès aux soins, à la santé. Est-ce que cette voie, hormis les conseils consultatifs, sont également prises en compte? Vous trouvez que le candidat Denis Sassou Nguesso écoute également sa population qui crie à la santé, à l'accès aux soins? Alors, vous avez posé la première question, notamment par rapport à l'électricité, et je vais vous dire que oui, c'est pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas aussi longtemps que ça, nous avons eu justement une proposition de travailler avec la société Sénélec au Sénégal. Et cette société-là, avec qui on avait fait une certaine confiance, il s'est avéré, c'était pour répondre justement à la problématique de la population congolaise dans les grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire. Le contrat a voulu, en tout cas, aboutir. Il y a eu un petit peu de couac et aujourd'hui, le syndicat a demandé à ce qu'on revoie un certain nombre de choses et le candidat président aujourd'hui a écouté et a demandé à ce qu'il y ait un autre conseil pour mieux mener justement cette bataille. Alors, quand on écoute, on propose et quand la population n'est pas d'accord, on peut se rétracter pour proposer quelque chose d'autre. Alors, dans la situation, dans le cas échéant, le président a écouté la population en proposant justement à faire ce contrat-là avec Sénélec. Il s'est avéré qu'il y a eu des couacs dans le contrat. Le président, en tout cas le gouvernement, s'est rétracté pour essayer d'écouter un peu plus les syndicats et pour reproposer quelque chose d'autre. Donc ça montre qu'il y a de l'écoute. Mais maintenant, l'application... Il est question de temporalité. Alors, la temporalité entre ce que nous attendons et sur l'éventualité, sur le concret du terrain, ça peut prendre de temps. Ça peut prendre de temps, pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler, quand vous parlez de l'électricité, aujourd'hui, pour solutionner le problème entre Brazzaville et Pointe-Noire, il faut ce qu'on appelle une deuxième ligne. Pourquoi? La deuxième ligne d'électricité permettra justement à ce que si jamais il y a une ligne qui lâche, eh ben, l'autre ligne peut prendre le relais. Et cela prend du temps, en réalité, pour faire entre Brazzaville et Pointe-Noire, ça peut prendre 10 ans, 10 années à travailler de manière acharnée pour mettre en place une telle ligne. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amorcer le travail et ce problème-là a déjà été amorcé et nous attendons ensemble, accélérant la marche pour voir justement la concrétisation. Et sur le volet santé, qu'en est-il alors de l'accès, de la gratuité et aussi de mettre en place la caisse d'assurance maladie universelle? Est-ce que ça aussi, ça prend du temps et surtout la protection au niveau des maladies, que ce soit de prise en charge aussi au niveau du chômage, est-ce que ça aussi, ça peut mettre du temps, vous pensez? Alors, la santé pour tous est un projet qui s'est concrétisé. Je vous ai parlé tout à l'heure des hôpitaux qui ont été mis à la disposition justement de la population congolaise aujourd'hui. L'oxygène qui est gratuit. Et aujourd'hui, il faut mobiliser justement le citoyen congolais qui a étudié, parce que si vous regardez bien, de nombreux sont ceux qui ont étudié. On a cette même problématique de ruralité dans différents pays où les médecins veulent essentiellement travailler sur Paris. On a des hôpitaux de Sibiti, de Patra Angoyo, on a des hôpitaux de Diri, mais tout le monde veut se concentrer dans la même zone et ainsi ça crée un désert médical. Mais maintenant, le rôle de l'État, c'est quoi? C'est de mettre à disposition justement des infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de ces infrastructures au niveau de la santé qui sont mises en place? Oui, c'est du concret, c'est évident. Nous l'avons vu et nous avons vu également le candidat président Denis Sassou Nguesso inaugurer un certain nombre d'hôpitaux. Mais maintenant qu'il les a inaugurés, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sensibiliser les médecins, on doit sensibiliser sur la déontologie. On soigne les gens avant de leur demander de l'argent. Or, la réalité, c'est que les Congolais ne se plaignent pas sur la présence des infrastructures, c'est sur la gestion au niveau de la santé. Et ça, il faut que chacun, celui qui a signé le serment d'Hippocrate, puisse être responsable en soigne avant même de demander de l'argent. Pour enchérir sur la question de la santé, il est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a la construction des infrastructures hospitalières, etc., qui est une réalité, bien entendu. Et le président avait dans son programme d'il y a 5 ans, disait qu'il fallait un hôpital pour chaque département. À l'époque, nous en avions 12. Il en a réalisé quelques-uns. C'est vrai qu'il y a des efforts encore qu'il faut entreprendre, mais surtout qu'il faut dire que le gouvernement avait envoyé quand même un certain nombre d'étudiants issus des écoles en formation pour apprendre les métiers de médecin, etc., etc. Et donc, ces étudiants qui ont été formés aujourd'hui, certains, faut pas se le certains ont été intégrés et d'autres attendent encore leur intégration. Et c'est là qu'on appelle exactement aussi à ce que l'action du gouvernement soit vraiment efficace sur ces questions. Alors, les infrastructures sont là. Le matériel nécessaire est là, mais parfois il manque
de personnel. Et c'est pour cela que le président de la République, dont d'ailleurs même au frontispice des conditions, des priorités, des axes prioritaires de son programme, il met le capital humain au cœur de son programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient formés, parce qu'on a aujourd'hui une fonction publique qui n'est pas assez professionnalisante. Et ce qui fait en sorte que lorsque l'État donne des gros moyens, par exemple, à des établissements publics comme les hôpitaux, etc., eh bien, il y a un risque que ces moyens que l'État donne restent théoriques, puisqu'il n'y a pas de capacité en termes de ressources humaines à pouvoir assurer cela. Donc c'est très important. Et j'aimerais rajouter encore que la politique de la santé du président sortant n'est pas une politique nouvelle. On a vu quelques politiques lénifiantes à l'égard, par exemple, des femmes, où la césarienne, par exemple, est gratuite au Congo. La césarienne est gratuite au Congo. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que malgré que le président de la République ait décrété la gratuité de la césarienne, mais quand vous allez dans des hôpitaux, eh bien, on vous demande de payer. On vous demande de payer. Et c'est justement une violation du serment d'Hippocrate, ces médecins ont fait. Et donc, pour pallier tout cela, le président a proposé la lutte tout simplement contre les anti-valeurs. Donc il faut renforcer cela. Il faut vraiment renforcer cela. Et la part revient également à la population de pouvoir dénoncer ces choses. En parlant de renforcement, il y a un point assez sensible, c'est sur la paix et notamment la sécurité. Le texte et le plan, donc le projet de société, propose donc un plan décennal de modernisation des forces aussi armées. On est toujours donc dans la digitalisation, la numérisation. On voit donc que la République du Congo s'engage vers le renforcement auprès de la sécurité et de la paix. Mais quelles priorités spécifiques sont prévues pour les zones frontalières comme Mweso, qui sont exposées donc aux faits, au trafic de criminalité transfrontalière, On le sait au niveau du Cameroun et aussi de la Centrafrique. Là, que propose donc le candidat Denis Sassou Nguesso pour renforcer cette sécurité publique qui devienne essentielle pour pas que donc les commerçants et même les investisseurs qui souhaitent donc investir ici dans le nord du pays soient dérangés par des problèmes donc de sécurité? Alors, quand vous parlez de la sécurité, je pense que le Congo est l'un des pays où on peut parler vraiment de sécurité. De manière générale, quand le candidat président parle de paix, on entend un certain nombre de personnes rire comme si en disant que est-ce qu'on va manger la paix? Mais cette question-là, je la poserai, comme j'aime si bien le dire, je demanderai qu'ils aillent poser cette question aux habitants de Goma. Parce que la paix est une chose qui est très importante. Et aujourd'hui, les habitants de Goma répondraient que nous donnerons tout pour avoir la paix. Et la paix est aussi l'une des colonnes vertébrales justement de la politique du président Sassou. Et en réalité, si l'on regarde bien, on n'a pas vraiment de problème au niveau des frontières. Pourquoi? Parce que le candidat Denis Sassou Nguesso aujourd'hui a une capacité justement à garantir la sécurité au niveau frontalier. Alors, aujourd'hui, on parle de modernisation. Oui, les forces armées congolaises, en tout cas que ce soit les forces d'intervention rapide, la garde républicaine ou encore la direction générale et différents corps, on voit qu'il y a une forte capacité justement à défendre les individus encore aujourd'hui. Et en même temps, sur ce point-là, je dirais que le président doit continuer son travail parce que je pense qu'il le fait si bien et qu'il continue à travailler autant. Dans ce cas-là, pourquoi c'est un axe tout de même prioritaire alors? Pourquoi il n'a pas-t-il baillé et en mettant en avant beaucoup plus la culture ou le sport? Mais là, ça fait vraiment partie d'un axe prioritaire, la paix et la sécurité dans ces cas-là. La raison est toute simple, madame. C'est que sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de développement. La raison, elle est toute simple. Il faut toujours faire quand même des efforts dedans. Il faut toujours faire des efforts. La paix, c'est un idéal. C'est quelque chose qu'il faut toujours construire au quotidien. Nul État dans le monde ne vous dira que nous avons atteint le niveau de paix maximum. Ça n'existe pas. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Vous voyez ce qui se passe même en France. Vous voyez? Donc la paix, c'est une notion, mais qui doit s'accomplir au quotidien. Vous avez parlé du fait qu'il y ait que nous sommes le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui est quasiment au centre de l'Afrique. Et donc, tout autour de nous, il y a des voisins. Et ces pays voisins sont parfois secoués par des problèmes d'insécurité, etc.
Il ne faut pas aussi oublier que nous avons à côté ce qu'on appelle la libre circulation des personnes, notamment dans le cas de la CEMAC, hein, puisque nous avons un passeport en commun donc, qui permet la libre circulation des personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il faut mieux tenir des contrôles aux frontières. De contrôle aux frontières. Vous voyez, c'est comme dans le cas de l'Union européenne. Vous avez vu quand il y a eu par exemple la vague de la Covid, certains États ont, pour des raisons d'intérêt général, et c'est là encore, il faut le souligner, que c'est la seule raison ou le seul motif pour lequel un État peut brader ou peut mettre de côté l'application de ses engagements internationaux ou sous-régionaux pour préserver ce qu'on appelle l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt des populations. Alors, je pense que le président sortant s'est toujours soucié de la sécurité des Congolais. Vous avez vu récemment, il y a eu une opération d'une grande envergure, Zéro Kuluna, qui avait été lancée pour sécuriser les Congolais. Il a d'ailleurs lui-même assumé d'avoir donné l'ordre pour cette opération. Et donc, la paix, la sécurité, dans l'esprit du président sortant, dans son programme. D'ailleurs, il faut le souligner que ça a été inscrit comme une première condition de réalisation, d'accord, de son programme accélérant la marche vers le développement. Parce que la question de la paix, de la sécurité met en confiance les investisseurs. Tant qu'il n'y a pas de paix, tant qu'il n'y a pas de sécurité, aucun investisseur ne prendra le risque de venir investir dans un pays où il y a tout le temps des guerres. Vous voyez? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas aller investir au Soudan, par exemple. On ne peut pas aller investir à Goma. Vous voyez? Donc, on ne peut que travailler dans un pays où il y a la paix et la sécurité. Et le témoignage du Camerounais que j'ai côtoyé peut en dire long. Merci monsieur, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Dernière question, hein, parce que quand on demande donc au soutien du candidat Denis Sassou Nguesso, également là où nous sommes sous l'attente du patriarche, de faire à nouveau confiance donc au candidat président, alors qu'il est donc au pouvoir depuis quand même une quarantaine d'années, assumez-vous, comment vous assumez cette responsabilité dans les retards accumulés? Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, ce quinquennat sera cette fois-ci pas non seulement des slogans, mais pour le coup des actions? Alors, moi je dirais tout simplement d'ailleurs l'addition que l'on fait de 40 ans fait effacer une partie même de l'histoire, puisque entre 97, hein, on a eu ce qu'on appelle la guerre de 97 bien sûr. Qui a détruit énormément. Mais pourquoi encore faire confiance après tout ça? Mais justement, c'est pour ça que je parle de l'addition qui est fausse. On peut pas calculer sur 40 ans alors qu'il y a eu un break en soi, et ce break-là a détruit en tout cas notre pays. Mais maintenant, on peut parler de plus de 24 ans au pouvoir que le candidat Denis Sassou Nguesso est là. Et sur le concret en soi, pourquoi lui faire confiance? Alors, quand il a parlé de décentraliser le pays, c'est un fait. Et je l'ai vu, j'ai parcouru les routes. On aurait pu prendre l'avion pour aller faire tous les départements du Congo. Non, il était beaucoup plus opportun de toucher du doigt nous-mêmes ce que le candidat patriarche Denis Sassou Nguesso a eu à faire. On voit quand même que le candidat Denis Sassou Nguesso aujourd'hui a essayé et s'est efforcé à tenir quand même le cap en soi pour essayer justement de faire en sorte que le Congo soit un pays émergent. Et de cette émergence-là, on a vu les infrastructures, on a vu la confiance des investisseurs, on a vu aujourd'hui le Congo repartir sur les emprunts obligataires, ce qui n'a pas été le cas pendant plus de vingtaine d'années. Donc on voit qu'il y a une confiance au niveau des marchés qui a été rétablie, une confiance au niveau des investisseurs qui est restaurée encore davantage, et ainsi, je peux dire que Ensemble, accélérons la marche n'est pas une utopie, mais une évidence aujourd'hui que nous allons voir. Maître Bernuter, un mot de la fin? Alors, c'est très simple, hein, c'est très simple pour répondre à cette question. En fait, dire que le président de la République a fait plus de décennies, etc., au pouvoir, ça c'était un faux débat. C'était un faux débat. Il suffit juste d'analyser la sociologie politique de notre pays. La sociologie politique de notre pays. Parce que nous sommes dans une démocratie compétitionnelle. Une démocratie compétitionnelle, voilà. Ça veut dire que c'est toujours la loi de la majorité qui prime, d'accord? La loi de la majorité qui prime. Or, pour avoir la majorité, il faut-il encore avoir des bases solides sur l'ensemble du territoire? Il faut avoir des bases solides sur l'ensemble du territoire. Je vous pose peut-être pas une question, mais je vous renvoie juste à un simple constat. Comme vous voyez par exemple dans l'arsenal de l'opposition, est-ce qu'on sent vraiment qu'il y a une base solide au niveau national? Non. Aujourd'hui, l'opposition congolaise souffre de ce que moi j'appelle un déficit de légitimité politique. Il y a un véritable déficit de légitimité
politique. Pourquoi? Parce qu'il n'existe nulle part dans les institutions. Il n'existe nulle part. Et donc, si l'opposition en face est faible, est-ce qu'on peut reprocher au président de la République d'être resté longtemps au pouvoir? Non. Et surtout, la longévité au pouvoir est justifiée par quoi? Mais par la confiance que lui porte le peuple. Dans ce pays, les élections sont organisées. Nous sommes en pleine élection. Voyez? Et quand vous remarquez déjà l'ambiance générale, vous voyez l'ambiance générale, et comparé à ce qui se passe du côté de l'opposition, il n'y a pas match. On est d'accord? Il n'y a pas match. Et donc, le peuple congolais, comme je l'ai toujours dit, est un peuple qui est démocratiquement aujourd'hui mature et qui sait opérer le choix de la raison. Le choix de la raison. Et j'ai toujours dit, entre faire un saut dans l'inconnu et consolider les acquis pour aller vers un développement concret, le choix est très clair. Le choix est très clair. Il faut consolider les acquis. Vous voyez, en face, il n'y a rien. En face, on ne nous propose rien. C'est une opposition du parler pour parler, du critiquer pour critiquer. Merci Maître Ben Luther pour votre analyse. Merci également Monsieur Eko Eganye pour votre participation. Merci aussi de nous avoir suivis. C'est la fin donc de ce soir bleu en campagne. On se retrouve très prochainement dans une autre ville. Restons connectés.